Top 3 des méthodes pour mesurer la taille d'un immeuble. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 méthodes différentes pour mesurer la taille d'un immeuble qui font appel à des domaines très différents de la physique. On commence tout de suite avec la première méthode. Dans cette première approche, on va chercher à mesurer la taille de l'immeuble avec une méthode assez simple qui ne te nécessitera qu'un bâton et un mètre. Donc on va commencer par un petit schéma. Ici je dessine une personne qui tient un bâton d'une hauteur connue, H1. Ici, je dessine l'immeuble, or bien sûr pas à l'échelle, et je vais mettre un petit i ici déjà. Donc nous, notre objectif, ça va être de déterminer la taille grand H de l'immeuble. Alors pour cela, on va se donner quelques longueurs que l'on dira qu'on peut mesurer. Tout d'abord, la distance D1 entre toi et le bâton, donc la longueur de ton bras, et la distance D2 entre là où tu tiens le bâton et le pied de l'immeuble. On notera aussi petit h, la hauteur du sol jusqu'à ton bras. Maintenant, c'est le moment où je vais t'expliquer pourquoi j'ai appelé cette méthode la méthode géométrique. On va commencer par dessiner un triangle entre l'extrémité de ton bras, la pointe du bâton et le haut de l'immeuble. Et on rajoute ce côté ici. Donc là, on obtient deux triangles rectangles déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans une certaine configuration, ici. Et si tu as bien remarqué, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès, car ces deux côtés sont parallèles. Donc on applique maintenant le théorème de Thalès, qui dit que le rapport entre cette longueur et celle-ci, donc D1 sur D1 plus D2, c'est égal au rapport de cette longueur, H1, sur celle-ci, alors du point I, ici, jusqu'à ce point, qui vaut H moins cette petite hauteur, le petit h. On isole maintenant grand H. Donc on fait passer ceci de l'autre côté. Donc on obtient grand H moins petit h sur D1 plus D2 qui est égal à H1 divisé par D1. Et on obtient finalement que grand H, c'est égal à H1 sur D1, le tout fois D1 plus D2. Et enfin, on n'oublie pas de faire plus petit h. On a obtenu cette formule avec notre première approche géométrique. Mais maintenant, je vais te proposer une autre démarche pour compléter celle-ci, qui apporte un peu plus de sens physique. On va comparer la valeur des longueurs. Donc ici, tu vois que la valeur D1 est très petite normalement par rapport à la valeur D2, parce que tu n'es pas collé au pied de l'immeuble, et souvent ton bras ne fait pas plus d'1 mètre. Donc, dans cette somme, on va seulement garder le terme D2, qui est prépondérant par rapport au terme D1. Et là, tu vois que je n'ai pas rajouté petit h. Pourquoi ? Souvent, on va dire que ton bras, il n'est pas situé à plus d'1,50 m du haut du sol. Donc, petit h est négligeable par rapport à cet autre terme qui contient vraiment la taille de l'immeuble. C'est tout pour cette première méthode. Passons maintenant à l'approche mécanique. Dans cette deuxième approche, on va considérer que l'on jette une pièce depuis le haut de l'immeuble. Pour calculer la hauteur de l'immeuble, on va trouver le temps de chute de la pièce, puis attendre le temps que le son remonte jusqu'à toi qui te situe tout en haut de l'immeuble. Pour cela, on va vouloir appliquer le principe fondamental de la dynamique, aussi appelé PFD, à la pièce. Alors tout d'abord, on liste les forces qui s'appliquent à la pièce et on en dénombre deux. Tout d'abord, le poids, mais aussi la résistance de l'air. Alors on est bien dans un repère galiléen. Ici j'ai défini un axe Z.
et on va donc pouvoir appliquer le PFD. Alors je rappelle que pour le principe fondamental de la dynamique, il nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Donc ici, le poids et la résistance de l'air. Donc ici, z point point, c'est bien l'accélération de la pièce, parce que la dérivée seconde de la position donne l'accélération. Pour la résistance de l'air, j'ai choisi une forme où la valeur de la résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse de chute de la pièce. On simplifie et on obtient finalement cette équation différentielle. Alors, on va devoir résoudre cette équation différentielle pour obtenir la vitesse de chute de la pièce. On pourrait croire que c'est une équation différentielle d'ordre 2, parce qu'on voit que le plus haut terme de dérivation est d'ordre 2, mais il n'y a pas seulement la position. Donc on voit qu'il n'y a pas z qui apparaît dans cette équation différentielle. Donc en fait, c'est seulement une équation différentielle d'ordre 1 par rapport à la vitesse. Finalement, on obtient cette expression pour la vitesse de la chute de la pièce. Alors cette expression est assez compliquée, et on va donc vouloir la simplifier pour poursuivre le calcul. On va donc effectuer un développement limité. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un développement limité? Un développement limité, en fait, c'est quand une quantité est très petite, on fait une approximation pour obtenir une forme plus simple. Donc ici, on va vouloir simplifier l'exponentielle. La quantité qui est considérée très petite est alpha ici. Physiquement, ça veut dire que la résistance de l'air est très faible sur la pièce. On effectue ce développement limité et finalement, on trouve comme expression de la vitesse moins g fois t, parce que le m et le alpha ici se simplifient. On trouve finalement la position au cours du temps de la pièce lors de sa chute sous cette expression. Donc ici avec h, la hauteur initiale de l'immeuble, donc la hauteur initiale à laquelle la pièce est jetée, et ici un terme qui va décroître au fil du temps, donc qui montre que la pièce chute bien au cours du temps. Donc la pièce tombe quand son altitude est égale à 0, donc on prend z de t chute est égal à 0, et en isolant, on trouve cette expression pour le temps de chute. On trouve finalement comme expression pour la hauteur de l'immeuble, en isolant h, donc h est égal au temps de chute au carré divisé par 2g. Passons maintenant à la dernière méthode, la méthode atmosphérique. Pour cette troisième méthode, on va vouloir mesurer la différence de pression au sommet de l'immeuble et au pied de l'immeuble pour déterminer sa hauteur. Pour cela, on va utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides, qui relie la variation ici en pression à moins ρ, la masse volumique de l'air, g, la constante de gravité, à dz, la variation en altitude. On pourrait tenter tout de suite d'intégrer cette équation, mais c'est oublier que la masse volumique de l'air dépend de la pression. On utilise donc d'abord la loi des gaz parfaits pour déterminer la relation entre masse volumique de l'air et pression. Donc la loi des gaz parfaits qui est égale à PV égale à nRT, avec V le volume, N la quantité de matière d'air dans ce volume, et T sa température. On rappelle cette relation venue de la chimie. La quantité de matière, c'est égal à la masse divisée par la masse volumique du composant. Donc, on remplace dans cette équation. Ensuite, on divise chaque membre par le volume, et on fait passer RT sur M de l'autre côté. Donc, j'obtiens P fois grand M divisé par RT, qui est égal à V sur M, sauf que V sur M, c'est la masse volumique ρ. Dans la suite de cet exercice, on va faire une approximation que la température est constante autour de l'immeuble. On appelle ça le modèle de l'atmosphère isotherme. C'est pour ça que j'ai rajouté un 0 en indice à la température pour dire qu'elle est constante. On peut maintenant reporter ceci dans l'équation précédente
pour obtenir que la variation en pression, c'est égal à ceci. Alors ici, j'ai mis un grand P, mais le grand P et le petit p, c'est tous les deux la pression dans cet exercice. On isole maintenant les deux variables. Donc je ramène P de ce côté avec D de P sur P, qui est égal à ce qui reste de l'autre côté. En intégrant cette équation, on obtient cette nouvelle-ci qui relie la pression à la pression atmosphérique. Et pour cette équation, on a pris comme condition de bord qu'à l'altitude 0, la pression vaut la pression atmosphérique. On trouve finalement cette expression pour la pression autour de l'immeuble, et en comparant la pression à l'altitude de l'immeuble à l'altitude au pied de l'immeuble, on en arrive à trouver la hauteur h de l'immeuble. On obtient finalement cette expression pour la hauteur de l'immeuble en ayant utilisé la méthode atmosphérique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as d'autres méthodes physiques pour mesurer un immeuble, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur la physique.